C'est à l'aéroport international McDonald quartier d'Ottawa qu'a atterri ce 3 juillet 2014 le président de l'Assemblée nationale congolaise, M. Obé Minakou. La diaspora congolaise n'a pas manqué l'occasion d'aller accueillir chaleureusement le président de leur parlement en compagnie bien sûr du personnel de l'ambassade de la RDC au Canada. Mais je suis dispo. C'est un plaisir pour nous de recevoir un représentant de si haut niveau de notre parti PPRD et ça sera vraiment un plaisir pour nous que son séjour soit agréable et c'est pourquoi nous sommes là venus pour lui témoigner notre attachement au parti, aux idéaux du parti et à la personne du chef de l'État et lui dire qu'il est accueilli à bras ouverts. Après une belle cérémonie d'accueil dans le salon d'honneur de l'aéroport, M. Minakou a promis à la diaspora congolaise du Canada qu'il ne rentrera pas au bercail sans les avoir reçus et éclairés sur la situation politique actuelle du pays. Une promesse qui enchante tous les Congolais de la diaspora car aucune autorité congolaise ne l'avait encore fait. C'est un honneur pour nous de vouloir venir écouter le président de l'Assemblée nationale, d'échanger avec lui pour avoir des impressions sur ce qui se déroule actuellement chez nous en République démocratique du Congo. Venu participer aux travaux de la 40e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Minakou séjournera au Canada jusqu'au 8 juillet prochain. Je m'appelle William Ouyoukou, bienvenue à Afrique Canada TV. Dans cette émission, nous allons vous montrer en intégralité la rencontre de M. Minakou et la communauté congolaise du Canada. Mais avant cela, écoutons certaines de leurs réactions. En fait, je suis très content de voir que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Obé Minakou, nous a donné cette opportunité d'échanger avec lui. Ce sont des cadres que nous avons toujours souhaités. Chaque fois, nous apprenons qu'il y a des délégations, des autorités congolaises qui viennent ici. Ils ne rencontrent pas les Congolais et pourtant nous voyons que ça se passe dans d'autres ambassades. C'est vraiment des occasions rares comme celui-ci. En tout cas, personnellement, je le remercie beaucoup d'avoir accepté et de nous recevoir, d'échanger avec nous. Nous avons beaucoup appris. Je pense qu'il a aussi appris de nous et nous espérons qu'il va aussi relayer notre message à son assemblée et à son gouvernement. Personnellement, j'ai dû noter 3 choses. Où la simplicité du président de l'Assemblée parlementaire a dû s'exprimer librement, a expliqué clairement aux Congolais les questions fâcheuses, notamment sur l'état actuel du pays, la constitution et également les élections. C'était parmi les questions auxquelles les Congolais s'attendaient à avoir des réponses. Et je crois qu'il a été le plus clair possible. Mais nous pensons aussi qu'à un niveau, il est aussi limité, qu'il ne pourrait pas donner tout ce qu'attendent nos compatriotes. Mais personnellement, je suis satisfait de son discours et je dirais que le travail est à faire et il y a beaucoup de choses à faire et puis il faudra en tout cas aller sur ces pieds-là. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, honorables sénateurs, chers compatriotes, l'ambassade est très flattée de voir qu'au moins une fois, la 3e autorité de l'État vient nous rendre visite et demande de parler à la population. Nous le remercions très sincèrement. Comme il a un horaire très chargé, nous avons un programme très rétréci. Alors à tous les honorables députés et sénateurs à qui nous n'avons pas souhaité la bienvenue, nous vous souhaitons la bienvenue. Chez vous et chez nous, c'est dans cette maison ici. Je ne pouvais passer au Canada, à Ottawa, sans m'entretenir un tout petit peu avec les frères et sœurs de la République démocratique du Congo. En soi, je préside une délégation de notre chère patrie pour prendre part à la 40e session
de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, composée des assemblées nationales et sénats de tous les États francophones, dirigée par Madame Champagne, qui est canadienne, elle est du Sénat, et le premier vice-président de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est votre humble serviteur. Il y a 6 vice-présidents, dont M. Soro, ainsi que d'autres. Et donc, nous nous retrouvons ici pour une assemblée générale des parlements de la francophonie. Et voilà le pourquoi de notre arrivée. Dans ma délégation, bien évidemment, il y a des sénateurs et des députés nationaux, et qui viennent d'ailleurs d'arriver à Ottawa il y a à peine 1 heure, donc la plupart sont fatigués, mais l'un d'eux, l'honorable Pius Mwabilou, a bien voulu m'accompagner. L'honorable Pius Mwabilou est député national, président du groupe parlementaire L'Avenir et propriétaire de la radio-télévision Groupe Avenir, RTGA. Alors, je vais profiter de mes 30 minutes, j'en ai déjà consommé 3, pour d'abord brosser l'état de la nation, ensuite parler de la Constitution de la République, la problématique de la Constitution de la République, les élections, les prochaines élections, le gouvernement de cohésion nationale, et conclure. Il me semble que l'on soit du PPRD, de la majorité présidentielle, de l'UDPS, du PALU, de la société civile, c'est des questions d'actualité. La problématique de la révision constitutionnelle, la problématique 2016, le gouvernement de cohésion nationale et les prochaines élections. J'ai tenu à en parler parce que la faiblesse fondamentale de nous Congolais, c'est la communication. Ceux qui dirigent, bien évidemment, ils essayent de construire, de travailler, mais leur travail est critiquable, peut-être même fortement critiquable, mais par rapport à l'essentiel de la République, il est nécessaire que la majorité et l'opposition, que nous sachions communiquer pour sauvegarder nos 2 345 000 km², sauvegarder cette belle carte de la République démocratique du Congo qu'on a intériorisée depuis l'école primaire, la sauvegarder pour les générations futures. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Parce que chacun, même à l'étranger, a généralement une approche très politicienne. Nous de la majorité et même ceux de l'opposition. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'étais encore à l'hôtel, j'ai vu une correspondance, malheureusement je ne l'ai pas amené ici, d'un compatriote du Canada qui a écrit aux collègues députés de l'APF pour dire que voilà, les députés congolais qui sont venus, c'est la dictature au Congo, etc. Il ne faut pas les soutenir. D'ailleurs, le gouvernement a déposé 3 projets de loi, un projet de loi portant révision de la Constitution. Et donc, c'est des gens qui sont en train de détruire la République. Le Congo, c'est un pays où il y a 42 viols à la minute ou par heure. Et cette correspondance n'a nullement fait état d'une situation grave qui a humilié les Congolais. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, les expulsions massives des Congolais de Brazzaville. Humiliation des mamans congolaises. Je vois encore l'image d'une maman qui avait déjà plus de 50, 55 ans, à qui on a demandé de se déshabiller,
et puis après c'était l'humiliation, toutes ces images-là, ces compatriotes n'ont même pas profité, même pas une seconde, pour attirer l'attention des parlementaires francophones qui se retrouvent à Ottawa. C'est toujours stigmatiser une situation malheureuse de la République. Il y a sûrement des aspects vrais dans ce qu'ils ont dit, mais voilà, on focalise tout sur les négatifs de la République, alors que les officiels congolais qui se sont déplacés pour venir ici, c'est notamment pour expliquer cette situation malheureuse qu'ont connue nos compatriotes à Brazzaville. Pourquoi? C'est parce que les Congolais, généralement, nous avons des œillères, comme les chevaux en course. On ne voit que le but politicien de son parti politique. Et on oublie l'essentiel pour la nation, l'essentiel pour les générations futures. Voilà, donc l'état de la nation, sous le plan militaire d'abord. Sinon, je vais entrer dans des digressions. Sous le plan militaire, nous qui vivons au Congo, qui avons vécu la guerre depuis 1998, même avant, jusqu'à ces jours, nous pouvons dire aujourd'hui que réellement, grâce essentiellement à nos enfants, fils et filles congolais, nous avons mis fin à ces guerres récurrentes à l'est de la République. Je dis grâce essentiellement au sang congolais. Bien évidemment, la MONUSCO est là pour donner les renseignements militaires, etc. Mais nous avons perdu 1000 enfants congolais au front pendant toutes les dernières opérations. Les 2 dernières semaines, lorsque les ennemis se sont retranchés sur les 3 montagnes, il y a 3 montagnes là, Tchansou et autres. Les 2 dernières semaines, parce que ces montagnes, c'est entre le Rwanda et la RDC. Le Rwanda est là, la RDC est là. C'est comme entre Matete et Lemba. Donc, à partir du Rwanda, des canons peuvent atteindre, des tirs de canons plutôt, peuvent atteindre les troupes congolaises qui sont en train de chasser les ennemis du Congo. Mais nous étions surveillés, notamment par les Nations Unies, on ne pouvait tirer vers le Rwanda. Donc, il fallait positionner les troupes pour que les tirs d'armes lourdes n'atteignent pas le Rwanda. C'est ça la réalité. Quand on a toujours raconté que l'armée congolaise est faible. C'est comme s'il y a une bataille entre Lemba Matete, ou disons oui, entre Limete et Lemba. Le Congo va de Limete jusqu'à Gombe, Kitambo, etc. Et puis Lemba, c'est le Rwanda. Donc quand vous êtes à Limete, à la frontière entre Limete et le Rwanda, toute l'armée rwandaise, toute l'armada du Rwanda, tout ce qu'ils ont obtenu comme armes, facilement ça peut atteindre Limete. Mais nous, pour défendre toute la République, il faut partir de la Gombe, de Kitambo, etc. Et donc les 2 dernières semaines, pour déboulonner, faire partir les troupes ennemies de ces 3 montagnes, nous avons perdu 240 enfants congolais. Moi, j'ai perdu le grand frère d'un de mes agents de protocole, qui est militaire. C'est son serment, qui s'est battu, il était tout content, mais lors de la prise de la dernière montagne, parce qu'une montagne, c'est une crête, les positions au-dessus ont généralement avantage, et lors de la dernière bataille, il est parti, il a été fauché. Et donc ceux qui se permettent de dire que ce n'est pas une victoire de l'armée congolaise, ça fait très mal au commandant suprême, aux différents commandants généraux, à tous ceux qui ont suivi au jour le jour l'évolution de la guerre. Aujourd'hui, nous avons réellement vaincu. Aujourd'hui, nous avons réellement une capacité dissuasive. Parce que l'élo, Toki Okotana Rwanda, en réalité. Mais on ne le fera pas. Ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, s'il y a combat ouvert, à Goma et un peu partout,
nous avons aussi la capacité, avec nos troupes, d'entrer au Rwanda. Ça signifie quoi? Ça signifie que pendant toutes ces guerres, malgré les critiques, il y a certains qui travaillaient en coulisses. L'armée a été réorganisée pendant la guerre, grâce aux Belges qui ont formé des bataillons, grâce aux Chinois, grâce aux Sud-Africains, grâce aux Angolais qui ont formé des bataillons et des bataillons. Et aujourd'hui, nous disposons de 32 pilotes. L'armée congolaise, aujourd'hui, depuis 2 mois, dispose de 32 pilotes qui sont à Kinshasa, qui ont été formés à l'étranger, dans le silence, moyennant 3 millions par mois pendant 2 ans, de fils et filles congolais. Donc, on n'a pas besoin de mercenaires pour piloter des avions, des pilotes, des hélicoptères que nous avons achetés. Vous avez suivi le défilé du 30 juin. Ce n'est qu'une brochette qui a été présentée. Aujourd'hui, sur le plan de l'armement, nous n'avons pas encore atteint le niveau d'une grande nation à vocation de grande puissance régionale, tout au moins. Mais au moins, pendant que nous étions en guerre, nous avons atteint une certaine capacité dissuasive vis-à-vis de la plupart des États voisins. Mais la guerre a pris fin. Cependant, il y a encore quelques poches. Parce que vous savez, les guerres modernes, dans un pays où il y a des forêts, c'est assez compliqué. Nous avons encore plus ou moins 1200 FDLR dans nos forêts de l'Est. C'est des forêts impénétrables. Et ces FDLR, c'est le prétexte, c'est le fonds de commerce du Rwanda depuis des années et des années. Bien évidemment, ce fonds de commerce s'est aujourd'hui suffisamment effrité. La communauté internationale nous poussait, il y a quelques semaines, à attaquer les FDLR. Alors que les FDLR, en même temps, ont finalement estimé qu'ils pouvaient se retirer librement. Nous, nous étions pour le retrait volontaire des FDLR. Et il y en a plus ou moins 200 et quelques qui se sont retirés. Mais la communauté internationale nous dit que ces FDLR ne doivent pas rentrer au Rwanda. Il faut qu'ils aillent ailleurs. C'est là le problème aujourd'hui. Et donc, il a été décidé que ceux qui sortent volontairement de la forêt soient à titre transitoire pour 1 ou 2 semaines placés dans certains centres à l'est de la République. Ensuite, pour les ramener plus loin à l'intérieur de la République. C'est-à-dire à l'Équateur. Nos frères de l'Équateur ne sont pas d'accord. Au Kasaï oriental, je ne sais pas si Pius sera d'accord. Ou à Idiofa chez moi, je ne sais pas si je serai d'accord. Mais c'est là le problème aujourd'hui. Après un certain délai, s'ils ne sortent pas des forêts, bien évidemment, ça sera la force. À part les FDLR, nous avons aussi les AFDEF-NALU. ADEF-NALU, là aussi, il y a un travail de fond qui a été suffisamment mené. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous avons fait un grand pas vers la paix. Un grand pas alors. Et voilà la situation sur le plan militaire. Mais le chef de l'État a toujours dit que nous devons rester très prudents parce que nous avons des voisins très bellicistes comme le Rwanda. Vous savez, aujourd'hui, le budget du Rwanda est équilibré grâce à l'exploitation des ressources illicites à l'est de la République. Depuis la fin de la dernière guerre, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, qui connaissent le Rwanda, il y a des problèmes au Rwanda. Il y a des problèmes, mais qui n'apparaissent pas au grand jour, parce que là, il y a une dictature, contrairement chez nous. Aujourd'hui, les salaires au Rwanda ont baissé. Mais lorsque les salaires baissent au Rwanda, on ne le déclare pas, on appelle les concernés et on leur dit, à partir du mois prochain, 20% ou 30%, ils sont même arrivés à 30%, 20 à 30% de votre rémunération
seront retenus à la source comme effort pour la reconstruction de la nation. C'est de cette façon-là qu'ils procèdent au rabais des rémunérations. Voilà sur le plan militaire. À l'Est, nous avons vaincu la rébellion. Le Rwanda est à l'affût. Du côté du Nord-Est, les FDLR, plus que jamais, sont en mauvaise posture. Il en est de même des Nalou, les rebelles ougandais. À l'Ouest, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas de problème sur le plan militaire. Deuxièmement, nous pouvons rapidement parler des élections et de la Constitution. Concernant la révision de la Constitution et des élections, j'aimerais noter d'abord ce qui suit. Parce que quand je vais rentrer à Kinshasa, je vais, sur instruction du chef, organiser une interview, une conférence, où je vais dire clairement ce que veut la majorité. Parce que ça ne sert à rien de commencer à raconter des choses et tout. On va dire clairement ce que veut la majorité, dans l'intérêt de la République. Mais je vais quand même anticiper un tout petit peu devant vous. Parce que vous pouvez aussi communiquer dans l'intérêt de la République. Lorsque, je commence par ceci, en préliminaire, lorsque un opposant, mon collègue Fayoulou, initie une pétition contre un comportement public, a-t-il raison ou pas? Il a raison, parce que nous sommes dans une démocratie. La pétition est organisée par notre constitution. Au Congo-Brazza, ça ne se fait pas. Au Rwanda, ça ne se fait pas. En Ouganda, ça ne se fait pas non plus. En Zambie, je ne crois pas. En Angola, je doute fort. Qui oserait? Mais le jour où certains de la majorité initieraient, parce que ce n'est pas décidé, initieraient au constitutionnel une pétition, sera-t-elle conforme ou pas aux règles classiques de la démocratie, à la Constitution? La réponse est claire que oui. Mais quelle est la situation de chez nous? Dans tout pays du monde, comme au Canada, la majorité gère la République. Elle s'organise conformément à la Constitution et aux lois de la République pour se maintenir au pouvoir. L'opposition joue au contrepoids, critique la majorité pour séduire l'électorat et prendre le pouvoir par la voie des urnes. Mais chez nous, tellement nous avons un mental de dictature. Nous sommes nés dans la dictature, on a vécu dans la dictature, pour nous qui sommes nés un peu après l'indépendance, vécu dans la dictature, jusqu'il y a bien peu. Nous avons beaucoup de politiques congolais, particulièrement dans l'opposition, c'est mon point de vue personnel, agissent selon ce schéma de dictature. Tout est formaté dans la dictature. Parce que vous verrez un opposant défendre son point de vue, mais ne pas accepter que la majorité puisse s'organiser. Non, la tolérance est réciproque. La majorité doit permettre à l'opposition de s'exprimer, mais l'opposition aussi doit critiquer selon les règles de bienséance démocratique la façon dont la majorité est en train de s'organiser pour se maintenir au pouvoir. Et donc ça ne sert plus à rien d'avoir des tabous inutiles. Tout ce qui est conforme à la Constitution, il faut le dire ouvertement. L'opposition aussi donne son point de vue. C'est ça la dialectique politique et démocratique. Ensuite,
ce débat dans la rue, dans la presse, c'est pour arriver quelque part, c'est où? C'est au débat institutionnel. Parce que finalement, pour réviser une constitution, pour adopter une nouvelle loi électorale, c'est au sein du Parlement. Alors, qu'en est-il de la problématique de la Constitution? Le président de la République a déjà dit, je l'ai déjà répété, je ne suis pas un fou, nous allons respecter la Constitution de la République. Suivez bien, nous allons respecter la Constitution de la République de l'article 1er à l'article 226. Ça signifie quoi? Toute constitution valide au monde, toute constitution valide, qui vit, prévoit sa propre procédure de révision. Une constitution qui ne prévoit pas comment elle doit être révisée, ce n'est pas une constitution moderne. La nôtre, à moins que je m'abuse, c'est l'article 218 et autres, prévoit sa propre révision. Donc, pour améliorer la gouvernance de la République, s'il faut réviser certaines dispositions de la Constitution, en respectant la procédure de la Constitution, nous allons le faire. Parce que le pouvoir, le peuple souverain primaire, nous a donné le pouvoir de vouloir pour son compte pendant 5 ans. Que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, le pouvoir, la majorité agit ainsi. Je donne un exemple, la double nationalité. Moi, je plaide pour la double nationalité avant que je ne puisse céder le marteau du président de l'Assemblée nationale. C'est mon style. Mais pour qu'il y ait double nationalité, je crois qu'il faut réviser la Constitution. Est-ce une disposition révisable? Elle est révisable. Mais pourquoi vous, citoyens congolais, vous allez commencer à crier « Ne touche pas à ma Constitution ». Ne touche pas à ma Constitution, c'est un discours anti-constitutionnel. Parce que la Constitution elle-même dit « On peut me toucher ». Vous pouvez me toucher seulement là, ou à la joue. Elle-même, elle le dit. Mais toi, tu manipules la population en disant « Ne touche pas à ma Constitution ». Ne touche pas à ma Constitution, c'est un discours qui viole la Constitution. Parce que la Constitution elle-même dit « On peut me toucher ». Concernant le débat sur 40%, 60%, retenu à la source, mon point de vue, c'est qu'il faut qu'on dise dans la Constitution, la retenue à la source varie au niveau des provinces, parce qu'on n'arrive pas à appliquer cela, compte tenu de la disparité des capacités de contribution entre nos provinces. Nous pouvons dire, au lieu de dire 40%, on retient à la source, nous pouvons dire dans la Constitution de 10 à 40%, à déterminer chaque année selon les réalités macroéconomiques. Si vous dites 15 ans et 15% plus tôt, alors que le gouvernement réellement laisse les provinces retenir à la source 15%. L'année prochaine, si c'est 20, on retient 20. L'année d'après, si on estime que pour de besoins de grands travaux au niveau national, il faut qu'on revienne à 10. On revient à 10. Mais c'est améliorer la gouvernance. Mais ça nécessite une révision de la Constitution. Et donc, on va d'accord parce qu'on a dit, touche pas à la Constitution. Pas du tout, chers amis. Pas du tout. Ça, c'est... Vous verrez qu'il y a plusieurs éléments pareils. D'ailleurs, l'Église catholique est en train de se contredire fondamentalement. Moi, je veux le dire. Après l'adoption de la Constitution par référendum, les évêques s'étaient réunis. Et ils avaient publié un texte en disant « Cette Constitution contient plusieurs contradictions, plusieurs incohérences
qui doivent être corrigées. Ça, c'est, je crois, en 2006. Mais aujourd'hui, les mêmes évêques se réunissent pour dire « touche pas à la Constitution ». Ils ont raté. Voilà, donc pour nous, ce n'est pas un tabou. Nous avons le devoir d'améliorer la gouvernance. Si cette amélioration passe par le changement des lois, on le fait déjà. Si ça passe par des décisions d'ordre réglementaire, c'est la tâche des ministres, du Premier ministre. Si ça nécessite une révision de la Constitution, on peut le faire. Ce n'est pas une violation de la Constitution. Maintenant, la suite, la problématique de 2016, l'article 220, etc. Nous, notre point de vue, au sujet de la majorité, il faut que tout le monde le sache, majorité opposition, et celle-ci, nous ne sommes même pas à mi-mandat. Le peuple a accordé le mandat de vouloir, de faire et de pouvoir à la majorité, j'aime beaucoup cette formule, à Joseph Kabila et à la majorité. C'est ça la démocratie moderne. Donc, comme écoute, vous commencez à nous demander de nous prononcer pour la fin. Or, le peuple qui nous a confié ce mandat, c'est à la suite de certaines, notamment de certaines promesses électorales que nous avons répertoriées, il y en a plein, et que nous devons mettre en œuvre. Laissez-nous travailler. Tout acte que nous allons poser, ça sera en conformité avec la Constitution. Mais je pose une question en tant qu'intellectuel. Une Constitution, une disposition non révisable, intangible. C'est juste que quand Jésus-Christ va revenir, encore que certains d'entre nous croient qu'il ne reviendra pas, semble-t-il. Mais maintenant, pourquoi? Voilà, c'est ça une question. Mais il y a une réponse sur le plan juridique. Lorsqu'il y a changement de régime, changement de constitution, là c'est possible. Mais si vous êtes dans la même constitution, vous ne pouvez pas. Nous poursuivons la même constitution parce qu'on n'est pas de voyous. Cependant, il faut se poser la question, pourquoi notre constitution consacre le mécanisme de pétition populaire? 600 000 Congolais disent qu'on doit faire ceci, il faut que le mécanisme soit enclenché. Pourquoi? C'est parce que finalement, le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui a écrit la Constitution. Et nous allons toujours nous en référer au peuple. D'ailleurs, même pour les révisions dont je viens de parler, le point de vue du chef, c'est qu'il faut toujours passer par référendum. Mais nous n'avons pas encore levé une option, soit un référendum, soit passer par le Congrès pour réviser la Constitution. Et donc c'est ça. Travaillons, laissez-nous travailler, nous ferons tout dans le respect de la Constitution, mais n'oubliez pas que le peuple demeure le souverain primaire, le véritable propriétaire de la Constitution. C'est là la réponse que nous donnons. Et maintenant, donc le peuple, nous sommes à mi-chemin, nous évoluons. C'est ça par rapport à 2016. Ce n'est pas la peine de commencer à poser, à emmerder le président de la République maintenant. Parce qu'il est en train d'assumer son mandat. D'assumer son mandat, je crois que c'est jusqu'en décembre 2016. Laissez-le assumer calmement son mandat. Mais un autre élément de réflexion. Quand j'entends parler des gens, pour tel est candidat président de la République, tel autre candidat, vous savez, il y a l'idéal, il y a l'objectif, il y a l'idéal, le souhait d'un chacun. Mais il y a un grand de ce monde qui a dit, l'idéal, oui, il faut avoir un idéal par rapport à toute situation,
mais il faut aussi lire le réel. Vous voyez ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Déjà, ils ont annoncé, non, nous, référendum, parce que chez eux, il y a 2 critères. 3 mandats, non. Au-delà de 70 ans, non. Regardez le cas de Burkina Faso, le cas du Rwanda et ailleurs. Il faut savoir lire le réel. Et moi, je crois que, amis de la majorité de l'opposition, à un certain moment, nous devons davantage nous mettre ensemble. Parce que pour sauvegarder, je le répète, nos 2 345 000 km², il y a 2 choses. Nous avons fait le choix pertinent de la démocratie électorale. 2006, nous avons organisé. 2011, nous avons encore organisé. Dans la salle, en 2006, nous étions élus, lui à Kinshasa, moi à Idiofa. En 2011, nous avons été réélus. Et 2016, nous devons organiser les élections. Notamment pour le président de la République. Mais cette démocratie électorale doit se conjuguer. Pour moi, c'est important. C'est ce que je dis à tous les Blancs qui viennent au Congo. Et ils ne me répondent jamais par la négative. Que ce soit les Américains, les Français et autres. Il faut que nous conjuguions ensemble démocratie électorale et stabilité et unité de la République. Il ne faudrait pas que nous organisions des élections après la proclamation au Katanga sécession, Bas Congo sécession. Nous avons une armée que nous sommes en train de construire. Et nous avons eu beaucoup de chance. Pendant une guerre, vous construisez une armée et nous sommes quand même quelque part. Nous n'avons pas encore une armée à la manière des Français, des Américains et autres. Est-ce que les élections organisées précipitamment vont en même temps asseoir la stabilité institutionnelle et l'unité, l'intégrité de nos 2 345 000 km². Majorité opposition, il faut qu'on se mette ensemble et construire quelque chose dans ce sens-là. Sinon, ceux qui ont cherché la balkanisation de la République par la voie des armes et qui ont échoué, Dieu nous a beaucoup aidés, peuvent la chercher par la voie de la passion post-électorale. Et la sécession peut être enclenchée par n'importe qui, de l'opposition comme de la majorité. Ne vous en faites pas sous la passion post-électorale. Et donc ce n'est pas une mince affaire. Ceux qui crient n'ont pas nécessairement le souci de la République, de l'intégrité territoriale. C'est une question de forte réflexion. Majorité ensemble avec l'opposition pour aboutir à un schéma qui nous aiderait à poursuivre l'élan démocratique que Joseph Kabila a imprimé à la République depuis 2006 et en même temps sauvegarder cette belle carte que nous ont léguée les Kassavubu et les Lumumba, soutenue ensuite par Mouzé Kabila. Voilà quelques petites informations. Je vous enverrai les DVD après l'interview que nous allons faire à Kinshasa pour que le point de vue de la majorité soit clair aux yeux de tous et que le débat commence. Parce que la démocratie, c'est ce débat. Et le débat, il faut faire attention, surtout ceux qui sont de la majorité, l'opposition peut aussi avoir des comportements de dictature. C'est-à-dire, vous êtes là, opposition, vous appuyez sur certaines forces étrangères qui ont été frustrées par l'attribution de certains marchés miniers, par exemple, pour empêcher la majorité de pouvoir s'exprimer. Pas du tout. La majorité doit s'exprimer parce que pour cette majorité, derrière Joseph Kabila, le projet de société du Congo
que nous devons soutenir, c'est son projet de société. Social-démocratie, c'est le meilleur projet de société. Et faites un exercice. Prenez les leaders de la République. Checkez les leaders de la République, ceux qui exercent et autres, sous le plan de la moralité, sous le plan de l'éthique, surtout financière. Moi, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose, notamment pendant le 1+4, le comportement de certains politiques qui ont été dans le 1+4. Aujourd'hui, s'il y a une discipline, une certaine discipline en matière financière, si aujourd'hui l'Assemblée nationale fait un rapport de gestion à la fin de chaque année et que pendant ces 2 jours-là, les députés sont les rois et le président de l'Assemblée est comme devant la barre, c'est à cause du sens éthique d'un homme, Joseph Kabila. Je ne vais pas entrer dans les détails de certains qui parfois étaient avec nous au PPRD. Le comportement en matière d'argent. Parfois, il m'arrive de dire, c'est peut-être mieux que Joseph Kabila parte du pouvoir pendant 6 mois et puis que les Congolais comprennent un peu ce qu'il était en train de faire réellement. 6 mois, c'est beaucoup. Je vous dis, en matière d'orthodoxie financière, une certaine discipline, une certaine éthique, il n'y en a pas beaucoup en politique. Et si nous tenons, ce n'est pas pour arracher les applaudissements, je parle sincèrement, je ne suis pas friand des applaudissements. Si nous tenons, c'est parce que aujourd'hui, le chef a ce sens-là, de discipline, même si sur le plan de la communication internationale, ce n'est pas toujours bien perçu. Concernant les élections, chers amis, nous avons mis en place une structure indépendante, la CENI, qui a publié un calendrier électoral. Dans une démocratie, on respecte les principes. Et donc aujourd'hui, il est anormal que certains, même religieux, puissent imposer un autre calendrier à cette structure. Il faut plutôt faire du lobbying. Mais lorsque le calendrier est publié, il faut le respecter. Et quel est le calendrier aujourd'hui? En principe, au mois de juin, ce mois de juin 2015, ce sont les élections locales. Parce qu'on ne les a jamais organisées depuis 1960. Aujourd'hui, tous les chefs des secteurs, sur toute l'étendue de la République, les chefs des secteurs là, c'est déjà nommé. Nommé par l'Impair, nommé par le PPRD, et puis nommé par le 1+4. Alors, vous parlez de démocratie, mais vous refusez que nos pauvres mamans, les maraîchères, tous nos villageois là, puissent au moins élire leurs leaders locaux. C'est là le problème. La CENI a dit, nous commençons par les locales, la majorité soutient ce schéma-là. Mais à certains compatriotes qui voudraient qu'on commence plutôt par les élections provinciales. En soi, c'est quoi? C'est tout simplement de l'égoïsme. Parce que ces compatriotes se disent, les élections locales, chef de secteur, les députés provinciaux, les pétro, parce que les députés provinciaux, ils ne font que, j'allais dire un gros mot, mais c'est pas bien. Les députés provinciaux font souffrir les gouverneurs des provinces. Sauf que ça a mon côté, mais mon boulot, on aura motion tous les mois. Ils ont mon boulot. Ils disent, non, les députés provinciaux, liés pétro, mandat, ils ont 5 ans, mais bon, voilà, ils sont toujours là. Non, nous, la classe politique, d'abord les élections provinciales. C'est ça. Il n'y a pas autre motif objectif. Sinon, ce motif-là, autre motif, c'est la crainte. Malou, à Obito Bandana, local. Le PPRD, la majorité, soutient les locales.
Donc, il y a une stratégie derrière. Non, non, non. Nous, ce n'est pas les locales. Tout simplement. Il faut qu'on sache se mettre ensemble, débattre, élever des options républicaines. Nous allons commencer par les élections locales. Et c'est des élections très importantes. Aujourd'hui, je suis fier à Kinshasa de voir un garde de la diaspora qui est commissaire, comment ils appellent, les bourgmestres aujourd'hui, qui est bourgmestre de la commune de Matete. Hein? Il est maintenant à la Gombe. C'est Matete. Il a quitté la Belgique pour la France. Il est revenu. Un bourgmestre, c'est un grand monsieur. D'ailleurs, même sur le plan là, récemment, bon, on a même de la voilà. Et la gestion, avec tout ce que vous voyez ici, il a une approche un peu plus moderne. Voilà, les élections locales, pourquoi pas certains d'entre vous à Kinshasa, à Lubumbashi. D'ailleurs, en passant, l'un de vous, Kiloka, a été, je venais de le désigner comme membre du Conseil économique et social. La présidence avait demandé au président du Sénat, moi-même, de désigner 2 représentants de la diaspora pour faire partie du Conseil économique et social. Kengo a proposé une dame et j'ai proposé Kiloka, donc ils seront nommés d'ici là. Alors, bon, d'ailleurs, si Kiloka était dans la salle, je peux peut-être reconnaître sa physionomie, mais ce n'est pas évident. Je ne le connais pas. Je ne connais pas sa promesse, mais je sais que c'est un gars qui est venu à Kinshasa pendant les concertations nationales et s'est comporté dignement dans le cadre de sa lignée politique. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc les élections, nous allons commencer par les élections locales, ça c'est clair. Les gens vont parler, etc. Les moyens sont en train d'être mobilisés, nous commencerons par là. Ensuite, ça sera les élections provinciales. Pour la majorité, nous souhaitons que les élections locales, provinciales plutôt, les députés provinciaux soient élus au suffrage universel indirect. Parce qu'avant, ils étaient élus comme nous, les députés nationaux, par le peuple, directement. Maintenant, nous voulons qu'eux soient élus par les élus locaux. Comme ça, au lieu de dépenser 350 millions de dollars à 400 pour organiser la provinciale, nous aurons à dépenser peut-être 20 millions de dollars. Parce que ce sera un suffrage indirect. Et puis les jours où on aura beaucoup d'argent, parce que 300 millions de dollars, ça peut être une route entre Idiofa jusqu'à je ne sais où. Une raison fondamentale, c'est celle-là. Mais l'opposition voudrait qu'on organise les élections des députés provinciaux au suffrage universel direct. L'idéal, c'est peut-être celui-là. Mais le réel, c'est notamment la réalité financière de la République. Problématique des élections présidentielles, je vous en ai parlé. Nous travaillons. S'il y a des options qui sont levées au niveau de la majorité, nous allons les expliquer et les défendre. En face des options de l'opposition, et puis on va trancher. Mais c'est des questions qui nécessitent beaucoup d'échanges, de concertations entre la majorité, l'opposition et la société civile. Gouvernement de cohésion nationale, il est vrai que nous avons tenu les concertations nationales. Il est vrai que le président de la République a pris son temps. C'est notamment parce que les réalités congolaises sont complexes et variées. Enfin, il est aussi vrai que bientôt, il prendra la décision de sortir ce gouvernement de cohésion nationale. Et je parle, bien évidemment, en pesant mes mots. Bien que je pèse mes mots, je me permets de dire que bientôt, il prendra la décision de sortir ce gouvernement. Voilà rapidement, chers frères et sœurs, quelques idées sur votre pays que vous aimez tant, qui est loin de vous, mais je puis vous rassurer que nous avons besoin d'une réelle unité d'esprit, que nous puissions un peu changer
notre façon de nous comporter en politique. Vous voyez pour les sportifs, Imana Vita par exemple, à Kinshasa. Quand Vita joue contre une équipe étrangère, nous les Imaniens, nous soutenons l'équipe étrangère. C'est depuis toujours, hein? Toujours. Au stade, je peux faire semblant, mais non, Vita pour la caca. Et le contraire. Nous amenons cela en politique. Mais ici, quand une équipe canadienne joue, c'est tout le Canada, même si ce n'est pas l'équipe nationale. Hein. En politique, j'ai l'impression que c'est aussi pareil. Il y a des fondamentaux. Il y a des principes essentiels pour la République qui doivent toujours mettre ensemble majorité et opposition. Et de temps en temps, nous ne sommes pas ensemble. La faute ne revient pas seulement à l'opposition, c'est aussi à nous, majorité. C'est pourquoi je vous exhorte, vous, diaspora, qui avez pour vocation de regarder le pays de loin, et donc d'être un peu plus neutre, un peu plus éclairé, un peu plus tempéré. Il faut amener les politiques congolais, majorité ou opposition, à savoir lire l'essentiel pour prendre des décisions. Et les jours qui suivent, les mois qui suivent, l'essentiel, à mon avis, c'est conjuguer la nécessité d'organiser les élections tout en sauvegardant l'unité et la stabilité de la République. Je vous remercie.